Feu des révoltes tout juste éteints, à chaque coin de rue, les troupes d'élite de la police militaire brésilienne guettent. Difficile de croire que nous sommes à quelques mètres à peine de la plus célèbre plage de Rio, Copacabana. Pourtant, cette semaine, le quartier touristique s'est embrasé. Des violences qui ternissent la carte postale brésilienne à un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde. Je dis aux touristes, ne venez pas au Brésil pendant cette Coupe du Monde. C'est une mascarade. C'est du bluff. La police ne veut rien sécuriser. Elle ne fait que s'en prendre à nos jeunes dans les quartiers pauvres. Parfois au prix de violents dérapages dénoncés par les habitants, la sécurité est depuis quelques mois la priorité des autorités. Avant la Coupe du Monde, il faut à tout prix pacifier les favelas encore aux mains des trafiquants. Alors début avril, à quelques kilomètres du centre de Rio, à bord de leurs blindés, 2700 hommes envahissent la favela de Maré, l'une des plus dangereuses de la ville, et la plus stratégique aussi. Elle se trouve sur la route de l'aéroport international. C'est quoi ton nom? Rafael Santos Davila. J'ai déjà été contrôlé. Assieds-toi, bouge pas. Bilan, une centaine d'arrestations, 18 morts et 25 kilos de cocaïne saisis. Un succès pour le gouverneur de l'État, fêté sous l'œil des caméras du monde entier. C'est une grande victoire pour la sécurité de la Coupe du Monde. Nous ne voulons pas la paix seulement pendant cet événement, nous la voulons pour après, pour toujours. Mais la démonstration de force ne s'arrête pas là. Pour éviter les débordements de juin dernier, un bataillon de choc a été créé spécialement pour les événements à venir. Formé par des policiers américains mais aussi français, 10 000 agents sont entraînés dans tout le pays à coups de simulations de manifestations anti-Coupe du Monde. À la moindre alerte pendant la compétition, la police assure réagir en quelques minutes grâce aux centaines de caméras installées dans toute la ville. Contrôlées depuis cette salle. Rio se targue de posséder ici le centre de commandement le plus moderne d'Amérique latine. Des plages d'Ipanema aux abords du stade de Maracana, chaque mètre carré de Rio est scruté. Vous pensez vraiment pouvoir empêcher tout débordement pendant la Coupe du Monde? Nous espérons que cela sera beaucoup plus calme qu'en juin dernier pendant la Coupe des Confédérations. C'est sûr que le risque d'avoir des manifestations existe, mais nous avons les moyens, les techniques et le personnel pour éviter le plus possible tout débordement, quel qu'il soit. Une présence policière qui pourra sans doute paraître pesante. Dans le quartier touristique de Rio, comme ici à l'entrée de chaque favela, des policiers patrouilleront jour et nuit. Le gouvernement brésilien va battre un record. En tout, plus de 100 000 hommes, agents de sécurité, militaires et policiers seront déployés pendant la Coupe du Monde. Adriana Brandano, l'image du Brésil est ternie par ce type de reportage? Peut-être. Je crois que les Brésiliens ils sont étonnés de voir que la Coupe du Monde, à la place de donner cette image joyeuse du Brésil, elle est en train de donner cette image. Mais vous pensez que c'est justifié? Ou vous dites que c'est une couverture un peu sensationnaliste parce que finalement il faut insister sur ce qui ne va pas? Bien sûr, ça c'est comme parce toujours. qu'on voit bien sûr, peu de reportages sur les plages et le bien foot. Bien sûr, c'est qu'une partie de la réalité aujourd'hui du Brésil. Oui. Il y a, comme dans n'importe quel mouvement, il y a beaucoup de gens qui sont pour la Coupe du Monde, mais qui ne sont pas en train de manifester contre la Coupe du Monde. Mais la chose est que la violence policière est un des motifs pour lesquels les gens sont descendus dans la rue. Donc le mouvement, il n'y aura pas de Coupe du Monde, Fora Copa, c'est un mouvement qui s'est développé beaucoup sur les réseaux sociaux. Un des motifs de ce mouvement est la violence policière qui a commencé très forte l'année dernière lors des manifestations qui ont éclaté peu avant la Coupe des Confédérations, qui a été, il faut se rappeler, remportée par le Brésil. Et donc, c'est tout à fait juste, parce que le Brésil gagne, et pourtant, il y a eu, moi j'y étais, Ipanema, il y avait des barricades. La Coupe des Confédérations est totalement incomparable. Il y a combien? 3 matchs, je crois. Oui, mais le Brésil qui gagne, c'est toujours bien.
Le Brésil, il ne faut pas oublier que ce mécontentement correspond à la densité urbaine. Si on faisait un journal de Jean-Pierre Pernaut du Brésil en montrant effectivement des reportages sur le nord-est avec sa musique. Il y a un Jean-Pierre Pernaut brésilien. Non, mais pour vous dire, on pourrait trouver des reportages où tout va bien. Mais là, vous filmez ça à Copacabana avec la favela du Cantagallo, forcément, là, c'est pas la même image du Brésil. Et c'est assez juste. C'est étonnant. L'année dernière, au premier semestre, avant les manifestations, on ne parlait que du bien du Brésil. Oui. On peut prendre les journaux d'il y a un an et les journaux d'aujourd'hui, c'est vraiment à l'occasion étonnant. des élections présidentielles, ça allait très bien. Je pense qu'il faudrait essayer Éric Taïeb. Nuancer, qu'on montre ça tout à fait normal, ça fait partie aussi des problèmes. Cela dit... Vous pensez qu'on surestime ça? Oui, parce que... Enfin, non, pas surestime, qu'on montre qu'une face du Brésil. Parce que, par exemple, quand on entend cette mère de famille, j'imagine, qui dit la police attaque, enfin, se conduit mal avec nos enfants, je pense que si on fait la même interview dans une banlieue parisienne, c'est pas l'armée, c'est pas exactement la même chose, mais on entendrait sûrement des mamans qui diraient vraiment les policiers se conduisent mal, etc. Donc, j'allais dire, malheureusement, c'est un peu les choses qu'on voit un peu partout dans un certain nombre de quartiers jugés difficiles à tort ou à raison, parce que là aussi il y aurait beaucoup à dire. Mais j'ai quelqu'un très proche qui était au Brésil exactement le jour où s'est passée l'histoire à Rio, et qui m'a dit que il y a des journaux français qui étaient venus les voir et qui avaient dit en gros ah oui, vous partez parce que vous avez peur, etc. Maintenant ils partaient tous, alors ils les montraient en train de partir, ils partaient simplement parce que c'était le voyage retour pour eux. Et donc après, je ne veux pas nommer le journal parce que ça va lui faire une mauvaise publicité, mais il y avait écrit des collégiens parisiens ou des touristes français de collèges parisiens partent parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont été apeurés par l'histoire. Oui, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de voir ce genre de choses dans une rue pour des gamins qui ont 15 ans, on est bien d'accord. Mais en fait, ils ne partaient pas parce qu'ils avaient peur. Ils partaient parce que c'était le voyage retour. Donc, et après, les journaux... Voilà, bon. Donc, c'est vrai que les journaux, ils ont tendance aussi à faire du sensationnalisme et que, pour un journal, c'est plus intéressant, entre guillemets, et plus médiatique de montrer quelque chose qui ne va pas, qui va faire peur, plutôt que essayer d'être nuancé. Et je trouve qu'on devrait montrer à la fois ce qui ne va pas et en même temps dire que peut-être, ça peut être aussi autre chose que ça. Il y a très peu de reportages sur le côté festif. Pierre Selama, vous n'êtes absolument pas d'accord avec Éric Taïeb. Non. Je sais bien que les journaux télévisés cherchent en général à faire du sensationnalisme. Mais pour autant, il ne faut pas, disons, tempérer le problème. Pour autant, je pense que... il y a quand même rarement des reportages sur l'aspect festif aujourd'hui. Il y a un très grand problème. Un très, très grand problème. Et il se traduit entre autres par ce genre de manifestations. Et ça, je pense que à partir de ce moment-là, c'est l'échec et la Coupe du Monde est la traduction, si vous voulez dire, le révélateur, l'échec, en gros, de ce qui se passe depuis des années au Brésil. Il y a eu la construction d'un mythe sur le Brésil, comme par exemple plus de pauvreté au Brésil, comme le pays des couches moyennes. On a osé dire que le Brésil... Non, je ne dis pas construction d'un mythe. Mais le pays des couches moyennes, on a dit ça, 57%. Tout ça, ce sont quand même des blagues. Pour ceux qui connaissent un peu le Brésil... Le fait qu'elle soit... Non, il y a eu une amélioration du niveau de vie. Je vais vous donner un seul exemple. Pour les fameuses couches moyennes qui étaient à l'origine de ces manifestations, couches moyennes entre guillemets, il y a eu une amélioration du niveau de vie, il y a eu une amélioration ils ont été plus longtemps à l'école, des choses comme ça. Mais les jobs qu'ils ont eus, ils ne correspondaient pas à ce qu'ils attendaient. Et ils ont été, comme on dit, déclassés, parce que l'industrie, elle va à volo, et parce qu'ils ont été employés dans des services qui ne correspondaient pas à leur qualification. Tout ce mécontentement très très important de ces couches moyennes qui attendaient quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Et là, maintenant, on a des statistiques qui le montrent. Je suis désolé, c'est très important. Et ensuite, ils attendaient, puisque leur niveau de vie avait monté, ils attendaient à ce qu'il y ait accès, disons, à une meilleure école, à ce qu'il y ait des transports un peu... Tout ça n'est pas arrivé. Donc ça traduit quelque chose de très profond. Et en ce sens, je crois que ça, c'est un révélateur d'un échec. Et là, maintenant, c'est cet échec qui apparaît dans les télévisions. Et ça, je crois que c'est très très important à mon avis. C'est à cette aune qu'il faut mesurer les effets de la Coupe, les effets de la Coupe du Monde. Alors, à mon avis, c'est un échec qui paraît intenté. Jean-Pierre Blais, est-ce qu'on peut, à l'aune de votre expérience et de votre savoir immense, évaluer les effets positifs de la Coupe du Monde après la compétition? Est-ce qu'on peut se dire, pour d'autres Coupes du Monde, voilà ce que nous a rapporté, si on compare avec une coupe du Monde de 98 en France? Qu'est-ce que ça a rapporté à la France d'organiser et de gagner la Coupe du Monde? Économiquement, la France il y a notamment une entreprise pour laquelle ça a bénéficié, je crois que c'est Saint-Gobain.
Parce que Saint-Gobain a été le maître d'œuvre du toit en verre du Stade de France. Et c'était à l'époque un stade révolutionnaire. Et donc il est certain que c'est une image de marque d'un savoir-faire français. Ça, c'est un exemple. Ce qu'on sait aussi, c'est que les bénéfices de la Coupe du Monde 98 ont été reversés au mouvement sportif et notamment aux footballeurs. Et c'est pas donc pour il y a rien, eu des bénéfices déjà. C'est pas pour rien si ces investissements ont permis d'avoir un meilleur encadrement des jeunes et que la France a pu, sur au moins une dizaine d'années, si on fait abstraction de l'Afrique du Sud, être quand même une nation qui est quand même s'est maintenue à un haut niveau jusqu'à 2010. Ce que l'on peut dire aussi comme aspect positif, c'est que le Brésil, après la Coupe des Confédérations, il a très bien organisé la venue du pape au moment des Journées mondiales de la jeunesse. Il y avait quand même 3,5 millions de pèlerins qui ont cheminé vers Copacabana et il n'y a pas eu un incident. Donc on voit aussi que le Brésil a cette capacité d'être une terre d'accueil où tout se passe bien. Je crois effectivement que les retombées économiques sont naturellement espérées, mais principalement dans l'hôtellerie, voire les transports. C'est du reste la raison pour laquelle il y avait un dernier élément économique, c'était la Fédération internationale des employés de l'aviation civile qui s'est mis en grève au Brésil. C'est 50 000 emplois. Et ils se disent, on veut nous aussi une augmentation de salaire. Pour détail, la police fédérale, qui est l'équivalent de la douane chez nous, s'est mis en grève le jour où la sélection brésilienne a été annoncée en demandant, tenez-vous bien, 100% d'augmentation de salaire. Donc, ça peut arriver pendant la compétition? Ils l'ont fait là. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. À mon avis, ils vont se mettre à travailler. On ne peut pas laisser un pays sans frontières. C'était le débat précédent. En tout cas, toujours est-il que là, les employés d'aéroport, 50 000, se sont liés par leurs syndicats avec les employés d'aéroport en Colombie, en Bolivie, en Argentine, en Uruguay. Pourquoi? Ce sont des pays qui vont venir au Brésil. Et donc, on voit qu'il y a une sorte d'international de l'employé d'aéroport qui va dire, c'est la Coupe du Monde au Brésil, on va en profiter. Profitons-en. Ils savent que les aéroports vont très bien marcher et marcher à plein. Au moins donc, ça, c'est garanti. Donc, il y a quand même une utilisation, ce qu'on disait au début, de l'événement pour faire valoir aussi les revendications. Éric Taïeb. Oui, justement, parce qu'il y a les bénéfices de la fédération, entre guillemets, qui sont reversés à tel ou tel, notamment en partie au club. Mais en 98, il y a des économistes, encore une fois, il faut prendre les modèles avec beaucoup de précautions, qui avaient estimé qu'on aurait gagné en gros un peu moins d'un point de PIB, un point de richesse nationale. À l'époque, la France était en forte croissance, oui, ça rappelle de bons souvenirs. C'est la fin des années 90, début 2000. Donc 98, c'était une période d'assez forte croissance. Et donc certains économistes ont estimé que ça avait eu un impact en dopant encore un peu plus, en accélérant un peu la croissance. Alors ce qu'il y a d'amusant, c'est que c'est pas seulement direct, c'est aussi le fait que, comme les gens se sentaient mieux, entre guillemets, parce que... Ça joue? Oui, alors ils disent que ça a une influence, parce que les comportements économiques sont aussi un peu psychologiques. Et donc, quand un peuple, entre guillemets, est heureux, même si ça dure quelques mois, il y a par exemple plus de consommation, etc. Donc, ça a un impact. Alors, il ne faut pas non plus surestimer l'impact. L'indice de confiance en économie est quand même un facteur important. Non, mais il ne faut pas non plus exagérer. La croissance de la fin des années 90, en France, c'est pas dû au Mondial 98, mais le Mondial 98, il a contribué. Ils ont un peu amplifié le phénomène, d'après certains économistes. Bon, faudrait voir. Moi, je connais pas les modèles à fond, donc je vais pas me porter un jugement définitif. Moi, une question à l'économie, c'est est-ce que vous pouvez évaluer ce que il est aussi économiste, Éric Taïeb. Je pose la question aux deux. Donc, est-ce que vous pouvez donc évaluer ce que vaut l'économie parallèle au Brésil? Parce que, par exemple, autour des stades, le gars qui vend des boissons dans des glacières. Oui, mais avec tous les embouteillages qu'il va y avoir, on le sait bien, on a tous été au Brésil, les gars qui profitent des embouteillages pour vendre des fruits, ça aussi c'est une économie parallèle. Est-ce qu'elle est chiffrable? Est-ce qu'elle a déjà été chiffrée? Oui, elle est chiffrée. Elle est chiffrée, il y a à peu près... En gros, le parallèle, normalement, c'est interdit. C'est ce qu'on appelle les informels. C'est interdit parce qu'on ne paye pas les cotisations, on ne paye pas les impôts, etc. C'est à peu près, dans les emplois privés, c'est à peu près 55 à 60% des emplois privés. Au total, ça fait à peu près 40% des emplois. C'est énorme. L'économie parallèle est énorme. Donc cette Coupe du Monde peut rapporter? Non, justement. Alors, la FIFA, dans sa grande sagesse, a interdit que ces pauvres gens, si je puis dire, puissent vendre des boissons alcoolisées autour du stade. Pourquoi? Parce qu'elle a voulu s'approprier la vente des boissons alcoolisées.
textuel. Elle a réussi à imposer ça. D'où un mécontentement très important de tous ces ambulants qui veulent Quand vendre vous dites s'approprier, c'est-à-dire les recettes de la vente vont vers la FIFA. J'ai le monopole de la vente, point à la ligne. C'est-à-dire la police doit interdire un ambulant de vendre de l'alcool, des t-shirts, des choses de ce genre-là, aux abords des stades. Dans les stades, ils ont... Je crois qu'ils peuvent recruter en plus. Oui, je sais que ça ne marche pas. Mais il y a une contrepartie à cela, Pierre Salamah. Il y a une contrepartie à cela, non? Alors oui, la seule contrepartie qu'il y a eu, il y a eu une contrepartie, parce qu'il y a eu un mouvement quand même qui a hurlé, une opposition. La seule, c'est Dilma Rousseff a dit, bon, d'accord, mais on va limiter la hausse du prix des boissons alcoolisées. Ce qui est quand même, parce qu'elle craignait qu'il y ait une explosion, que la FIFA en profite pour vendre ça très très cher. Sur quoi elle ne se trompe pas, d'ailleurs. Hein. Non, je crois que là, on est dans une je ne suis pas certain qu'il y ait des grandes retombées. D'abord, quand même, une chose, c'est le schéma dont j'ai parlé au départ. Il y a des élections très peu de temps après, en octobre, je m'excuse. Ce sont des élections. Sa position n'est plus aussi bonne qu'il y a, par exemple, 8 mois. Selon les sondages. Donc, il y a aussi des tentatives de manipulation par d'autres partis politiques de ces mouvements aujourd'hui. Ça aussi, c'est assez évident. Effectivement, donc, vous avez toute une série de choses qui vont donner une image, disons, la probabilité d'une image déformée, c'est-à-dire amplifiée, si vous voulez, qui risque de coûter assez cher à Dilma Rousseff s'il y a les militaires et s'il y a de la violence visible par toutes les caméras. À propos d'élection, il y a celle de gouverneur de l'État de Rio. On dit que Garoting est derrière finalement pas mal de mouvements de rue et qu'il essaie justement de démontrer, d'utiliser tout ça pour dire voilà, votez pour moi en novembre parce que je vais être le gouverneur qui va solutionner les hôpitaux, les écoles et le transport dans Rio. Oui, Adriana, pardon. Non, par rapport aux boissons alcoolisées, il y a une autre polémique, c'est qu'au Brésil, c'était interdit, jusqu'à aujourd'hui, c'est interdit de vendre de l'alcool dans les enceintes des stades. Et puis le Brésil a été obligé de changer la loi pour permettre justement à la FIFA de vendre des boissons alcoolisées dans les stades. Et ça, c'était... Il y avait l'interdit, parce que le Brésil, c'est aussi le pays dans lequel il y a un interdit, et il y a le dépassement de l'interdit. Les informels, c'est interdit. Mais pourtant, ils existent à 45%, à peu près 40-45% total de la population. C'est-à-dire que l'interdit n'a pas le même sens qu'ici. Et donc, par conséquent, vous pouvez toujours interdire les ventes, mais vous avez des ambulants qui, dans les embouteillages, viennent et vous proposent tout et n'importe quoi. Vous allez quand même suivre cette compétition et cette Coupe du Monde de près. Alors, Adriana, vous allez aller au Brésil? Vous allez la suivre ici? Non. RFI envoie 12 journalistes de plusieurs rédactions. On va la suivre d'ici, ouais. Ah bon? Avec intérêt. 12 journalistes, mais vous n'en faites pas partie. Non, mais de plusieurs. Bon, je suis de la rédaction brésilienne. Il y aura un journaliste de la rédaction brésilienne au Brésil. Et il y aura des journalistes de la rédaction française, de l'Amérique latine. Très bien. Et est-ce que votre pronostic, évidemment, c'est le Brésil qui va gagner? Bien sûr. Bien sûr. Non, j'espère, vraiment. Oui. J'espère que le Brésil va l'emporter. Bien. Alors, comme bonne brésilienne. Oui, moi, on a parlé beaucoup d'économie, de choses négatives. Maintenant, j'espère y aller, oui. Je suivrai ça avec passion, même si je ne suis pas du tout dupe des dérives du foot business et de ce que fait la FIFA, etc. Donc, je pense qu'on peut aimer le foot tout en, n'étant pas dupe de tous les à côté négatifs et aussi en essayant de voir ses côtés positifs. La passion ensemble, quand elle reste mesurée, qu'elle dérive pas vers le nationalisme ou la xénophobie, bien entendu, le fait d'être ensemble, etc., de vivre quelque chose de commun, parce que aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en dehors des stades et peut-être des enceintes de musique, il n'y a pas énormément d'endroits où on est capable de communier, d'embrasser son voisin, par exemple, alors qu'on ne le connaît pas. Oui. Donc, je pense que ça aussi, c'est quand même une chose qu'il ne faut pas oublier. Quant au pronostic, alors, si mon cœur parle, c'est pas la France, c'est le Brésil que je souhaite voir, parce que j'ai beaucoup d'amis brésiliens, j'ai toujours été un fan des... Bon, une finale à la 98, alors? Peut-être, mais je ne suis pas sûr parce qu'aujourd'hui, alors là je parle en tant que, entre guillemets, spécialiste du foot, les meilleurs joueurs brésiliens aujourd'hui, à part Neymar, ils sont en défense. Donc je suis ça, c'est l'adaptation au football moderne. Ouais, mais ça c'est vrai, c'est le fait justement mondialisation des styles et que le Brésil n'a plus... beaucoup moins les spécificités qu'ils avaient auparavant. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs sont derrière, en défense. Donc si mon cœur penche pour le Brésil... Je suis pas sûr que le Brésil ait la même équipe qu'au temps où ils avaient Ronaldo, Romario. Ça ne sera pas une équipe d'attaquants purs qui marque des buts extraordinaires. J'ai un peu peur, oui, que ce soit pas. Alors, ils auront l'appui du public, mais en même temps, l'appui du public, ça peut être contre-productif aussi parce que ça donne une pression très importante. Au moment de la Coupe des Confédérations, ils ont très bien utilisé la pression. Est-ce que pour la Coupe du Monde, qui est un événement quand même beaucoup plus important que la Coupe des Confédérations, s'il y a un grain de sable,
Je sais pas, mais j'espère que le Brésil gagnera, que la France fasse un bon parcours, évidemment. Voilà, mais je suis pas sûr. Voilà. Jean-Pierre Blais. Moi, je serai à la Coupe du Monde jusque le 13 juin, notamment pour participer à un colloque sur les modes sportifs. Et donc, même pendant la Coupe du Monde, vous faites des colloques. L'impact comment le marché va être impacté par cet événement. C'est organisé par la Fondation Getúlio Vargas et la FIFA, pour lesquels je suis invité. Et puis, moi, en tout cas, ce que je souhaite, c'est que ce soit la victoire du jeu. Parce qu'on oublie effectivement qu'en dépit de ces budgets, de l'intensité des préparations avec tous ces scientifiques de la biomécanique ou de l'accompagnement médical qui entoure les joueurs, que ce soit la victoire du jeu. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même vu par un spectacle qui est vu par les enfants. Il faut les inciter à jouer et à se comporter de façon loyale. Parce qu'il ne faut pas oublier que le football a été inventé pour ça. C'est une façon de se comporter dans la vie. Ça doit faire notamment des gentlemen qui savent vivre ensemble. Pierre Salama. Oui. Rapidement. Ça, je crois que c'est beaucoup plus que ça. Moi, je suis, comment dire, je vais vous citer Valéry, le pessimisme de la raison et l'optimisme du cœur. Donc, c'est parce que j'aime beaucoup le Brésil que j'espère que ce ne sera pas non pas la victoire du foot, etc., mais qu'à l'occasion de ce qui se passe là, la condition des plus pauvres pourra s'améliorer dans ce pays. Et ça, c'est parce que j'aime beaucoup le Brésil. Et je ne crois pas que les joueurs de football, je ne crois pas à Coubertin pour ce genre de match, si vous préférez, que l'essentiel est de participer. Non, je crois que c'est une affaire de business, point à la ligne. Et c'est pour ça que je regrette que les autres pays n'aient pas contribué à... Merci infiniment. Merci madame, merci messieurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un autre Toutes les France et le débat se poursuit sur les réseaux sociaux. Au revoir.